Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vous présente. Et puis ensuite, après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info. Aujourd'hui, c'est Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne, qui est notre invité. Ensuite, deuxième partie, avec ce Territoire d'Info, le débrief de l'actualité. Puis ensuite, l'actualité parlementaire et politique en troisième partie. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires. À tout de suite. Le président de la République est allé à la rencontre des sinistrés de l'Aude, vous le savez, des sinistrés qui ont pour la plupart tout perdu. Ils ont confié leur détresse au chef de l'État hier. Emmanuel Macron a annoncé le déblocage d'un fonds d'au moins 80 millions d'euros pour leur venir en aide. Et Christophe Chez de Via Occitanie a suivi cette visite du président de la République dans l'Aude. À chaque fois qu'il y a de grosses pluies, je suis inondé. Ça fait 43 ans que j'habite Villalier, j'habite dans le coin. Au moins qu'on fasse maintenant quelque chose pour moi, parce que c'est vraiment désolant. Chaque fois je le signale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On attend que je meure moi aussi. De Villalier à Trèbes, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Audois, une semaine après les intempéries meurtrières qui ont causé 14 décès. Des sinistrés qui ont pour la plupart tout perdu, confiant leur détresse au chef de l'État. J'ai été noyé, la maison, 1,50 m. J'ai tout perdu. Toutes mes voitures, ça c'est mon beau-frère, il peut vous témoigner. J'ai perdu toutes les maisons, 1,50 m, le cabagnol. Il faut déclarer maintenant aux assurances, c'est pour ça qu'on a mis en catastrophe naturelle, pour que ça évite. Et nous on va aider aussi la commune. Savoir comment on va être indemnisé de tout ça. Après avoir rencontré les élus et salué l'action des forces de secours, le président de la République a annoncé le déblocage d'un fonds d'au moins 80 millions d'euros. La Fédération française de l'assurance a estimé à 200 millions d'euros le coût final des dommages sur les 16 000 sinistrés déclarés, qui espèrent désormais une indemnisation rapide après la reconnaissance de 126 communes en état de catastrophe naturelle. Et puis sur la Côte d'Azur, la pollution aux hydrocarbures continue de toucher le Var. 37 plages dans 10 communes du département sont toujours touchées. La préfecture demande aux populations de ne pas toucher les galettes de pétrole sur les plages. Les risques sont importants, surtout en cette période de vacances scolaires. Reportage de nos partenaires de Var Azur TV. La pollution qui depuis une semaine progresse sur les plages de la côte varoise a atteint en fin de semaine dernière la commune d'Hyères et ses îles du parc naturel de Porquerolles. Une situation inquiétante autant sur le plan environnemental que sur le plan économique. C'est pourquoi le maire de la commune a demandé à ce que la situation de sa ville soit traitée en priorité absolue. Nous sommes quand même un parc national. Nous sommes connus pour être un parc national marin, un paradis de la biodiversité. Si nous ne sommes pas priorité, je ne vois pas où on peut la définir. Alors ce n'est pas la peine de faire un sanctuaire des îles d'or qui sont les nôtres. Donc oui, c'est une priorité. Il faut véritablement qu'on donne l'impression que ce ne soit pas seulement une impression, qu'on trouve des solutions, que le nettoyage soit effectif d'ici 2 ou 3 mois pour que nous ne soyons pas impactés au plan économique. Nous vivons du tourisme. L'île de Porquerolles est un spot mondial. L'île de Porquerolles également. Je ne suis pas sûr que les touristes seront mobilisés pour y venir si l'aventure cela devait durer. À l'heure actuelle, c'est avant tout l'île de Porquerolles qui est impactée, même si les boulettes de pétrole se propagent rapidement. L'île de Porquerolles, quant à elle, a pu être pour le moment préservée grâce aux moyens mis en place par la commune. Aujourd'hui, c'est la totalité de la façade nord qui a été touchée de l'île de Porquerolles. Donc plage d'Argent, la Courtade, pour ceux qui connaissent, Notre-Dame. Le port de Porquerolles a été également touché. On a réussi à le préserver en mettant un barrage flottant. Et l'île de Bagot et le Levant ont également été impactés ces derniers jours. La plage de l'Almanar avait-elle été fermée ce week-end, mais a été réouverte ce lundi matin au vu de sa très faible pollution apparente. Baigneurs et promeneurs ont réinvesti la plage et à première vue, rien à signaler. J'ai pas vu de boulettes, j'ai rien remarqué, mais je suis resté au bord, j'ai pas été au large. Bon, apparemment sur la plage, il n'y a rien. On est venu voir s'il y avait de la pollution, on n'en a pas vu, voilà. Et dans la région, apparemment, c'est pas mal pollué. On voulait aller à l'île
comment ça s'appelle, à Porquerolles. Les plages sont fermées aussi, donc on est resté là. Mais c'est propre, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que voilà, on a envie de trouver ça nickel, quoi. Et pourtant, même si la pollution n'est pas clairement visible sur la plage et à la surface de l'eau, cette maman a retrouvé certains résidus de pétrole sur les pieds de ses enfants. Un petit peu sur les pieds de mes enfants, donc ils sont mis 2 minutes dans l'eau et voilà, ils ressortent avec 2 petites taches de pétrole. On ne pensait pas, hein, là directement, on voyait pas. On pensait voir des grosses galettes si on avait quelque chose, mais là non. Et là aussi. Les services municipaux de la ville sont toujours mobilisés pour repérer les zones touchées et les nettoyer le plus vite possible. À présent, c'est une entreprise spécialisée dans la dépollution qui devrait prendre le relais des opérations. En ces temps de vacances, de la plage à la montagne, des envies de ski à la Toussaint pour vous, eh bien des bonnes nouvelles pour les passionnés de ski de fond, impatients de voir les premiers flocons de neige tomber. Vous allez pouvoir farter vos skis et prendre la direction de Bessan en Haute-Maurienne vanoise. La station de référence a ouvert sa première piste de 2 km le week-end dernier. Juliette Vincent Seigné pour 8 Mont-Blanc y était. Cueillir ses premiers visiteurs, une ouverture anticipée grâce à une technique, le snow farming. La technique du snow farming, c'est de conserver de la neige de culture qu'on a fabriquée exprès sous de la sciure pour le faire passer tout l'été jusqu'à la période où on l'étale, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on a fabriqué 7000 m3 de neige de culture qu'on a mis sous environ 30 cm de sciure qu'on a étalé au mois de, à peu près mois de juin, la sciure. Conservé jusqu'à maintenant et on a retiré la sciure la semaine dernière. Cette technique peu utilisée en France mais qui connaît un succès chez nos voisins italiens demande une véritable organisation. On récupère la neige qu'on a stockée ce printemps, on la met dans les camions et puis on étale au fur et à mesure. Et après avec la dameuse on la met en forme pour après plus qu'à la fraiser à la fin pour que ce soit skiable pour samedi, quoi. Les skieurs vont pouvoir profiter de plus de 2 km de piste et attaquer la saison d'hiver beaucoup plus tôt. Une bonne nouvelle pour les professionnels qui pourront prendre de l'avance dans la préparation des compétitions. Alors pour tous les clubs, l'enneigement avant la saison habituelle permet d'avoir un appui glissé sur neige autre que le ski roue. Alors les athlètes ont l'habitude de faire du ski roue sur divers sites, mais là on a vraiment l'opportunité de reprendre un entraînement comme en hiver, sauf qu'on est avant les dates habituelles. Ça va permettre d'aborder la saison de ski dans de meilleures conditions. Cette ouverture anticipée va être un véritable atout pour la station. Plus de 200 skieurs par jour sont attendus. Une nouveauté qui va confirmer la réputation de la station. Nous voulons lui apporter un plus encore par rapport à l'existence actuelle. Bessan est reconnu dans le monde du nordique et dans le monde du biathlon comme étant une station, disons, dans laquelle on vient faire des entraînements. Certaines épreuves nationales se déroulent ici régulièrement. Mais disons qu'il manquait ce petit côté de pouvoir entamer les saisons d'entraînement beaucoup plus tôt. Et donc ça va faire remonter encore la notoriété de la station. La technique de snow farming va servir comme expérience pour les prochaines années. Si elle confirme les attentes, Bessan espère renouveler cette pratique dans les années à venir et ouvrir son domaine dès la fin octobre. Et pour les chanceux, la ville de Roubaix retrouve avec plaisir la piscine. Il s'agit d'un musée. Il a réouvert après des mois de travaux. Une extension lui permet de présenter des sculptures contemporaines dans une galerie dédiée. Les Roubaisiens et les autres ont retrouvé leur musée avec un plaisir évident. Les équipes de WEO TV, notre partenaire, étaient bien au rendez-vous. 18 mois de fermeture créent du manque. Le musée La Piscine à Roubaix a réouvert samedi au public avec un espace agrandi d'1 tiers. Une nouvelle scénographie et 1000 œuvres supplémentaires annoncées, 4 expositions temporaires. Il y avait de quoi attirer les foules. C'est l'ouverture aujourd'hui et ça vaut la peine. En tant que Roubaisien, on ne voudrait pas rater ça pour rien au monde. L'esprit du musée est resté le même, montrer l'art de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, en insistant sur les sculptures. Le tout dans un lieu qui parle aux Roubaisiens, c'est leur ancienne piscine de la rue des Champs. J'étais comme tous les enfants à 7-8 ans dans l'eau,
En fait, voilà, donc tous les mercredis après-midi, je venais nager à la piscine. Si on n'a pas ce contact avec les habitants, un projet comme celui-là aurait pu devenir une sorte d'impasse avec aucun contact avec le public local. Donc nous, on est très très attachés à cette dimension. Le pari est gagné bien au-delà des Roubaisiens. 250 000 personnes fréquentent chaque année le musée. Avec cette extension, il pourrait passer à 300 000. L'accueil a été revu en conséquence. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, avant le club de la presse. Et un moustique qui nous gêne beaucoup à la une de la Provence ce matin, Saveria. Faut-il avoir peur du moustique Culex? Ce moustique aurait transmis le virus West Nile. Résultat, les personnes qui ont séjourné dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var ne peuvent donner leur sang qu'en PACA jusqu'en décembre. Une mesure de précaution prise après la détection de 20 cas de virus du Nil occidental en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans les Alpes-Maritimes de Nice au Canet. Alors dans 80% des cas d'infection, cette maladie ne provoque pas de symptômes ou seulement ceux d'une grippe classique dans 20% des cas. Mais il existe, attention, une forme rare du virus qui peut provoquer des complications neurologiques. Prudence donc. Des pénuries de médicaments à la une de la Voix du Nord ce matin. On en a parlé souvent sur ce plateau. Le Sénat a mené une mission sur le sujet. Mais le problème est loin d'être résolu. Dans le Nord, impossible de se procurer le traitement de base anti-Parkinson. Le médicament est en rupture de stock. Les patients sont invités à consulter leur médecin traitant. Les ruptures de stock ont débuté fin août. Elles devraient se poursuivre jusqu'en mars 2019. Une durée sans précédent qui nous paraît folle, juge la directrice de France Parkinson, Florence Delamoy. Puis on vient d'en parler dans le JT des territoires à l'instant, c'est le Var mobilisé contre la contamination de 37 plages, Saveria. Oui, c'est la une de la Marseillaise, des plages polluées, des plages souillées par le fioul issu de la collision de deux navires au large de la Corse le 7 octobre. Au total, 37 plages sont contaminées dans le Var. Les pouvoirs publics sont mobilisés pour se battre contre cette pollution. Mais chaque jour, de nouvelles plages sont touchées et la pollution aux hydrocarbures s'étend. Et à la une du Courrier Picard, dirigé par Michael Tassard, c'est la solidarité envers les migrants en les attendant. Les réfugiés venus de Grande-Synthe dans le Nord commencent à arriver en Picardie. Certains maires prennent les devants. La Somme ouvre ses gymnases aux réfugiés. On n'a pas le droit de fermer la porte, explique Daniel Lefebvre, le maire de Fréville-Escarbotin, une petite commune de 4700 habitants. Le maire qui poursuit, c'est légitime que ville et village soient solidaires. La préfecture, elle insiste pour que l'accueil ne soit que temporaire. Et on termine avec le Midi Libre. Et le soleil du midi tout de même. Oui, regardez ces images de Montpellier, j'espère qu'on peut les voir. Montpellier, c'était hier sur les plages du littoral languedocien, des dizaines de vacanciers, de chanceux qui ont profité de l'été indien. Les baigneurs interrogés par Midi Libre sur la plage du Petit Travers à Carnon, ils affichaient leur bonheur. Bonne nouvelle, la météo est au beau fixe jusqu'à jeudi prochain avec des températures qui avoisinent les 25 degrés. Alors, le Petit Travers à Carnon, il ne va pas en être question, mais on reçoit quand même Zoé Cadio dans un instant du Midi Libre et de l'Indépendant, ainsi que Jean-François Beige du Courrier du Parlement pour le Club de la Presse. Merci Saveria, à tout à l'heure. Bonjour Zoé Cadio, comment allez-vous? Bien, et vous Cyril? Vous connaissez le Petit Travers? Au Carnon, non, malheureusement. Mais je connais d'autres plages idylliques de la région. Bon, bonjour Jean-François Beige. Vous dirigez la rédaction du Courrier du Parlement. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Vous connaissez cette région? Oui, je connais mieux la côte basque et le bassin d'Arcachon. Alors on va parler d'Emmanuel Macron qui a fait une visite hier, Zoé Cadio, au sinistré de l'Aube, on le sait. Une visite où il s'est fermement engagé sur le long terme, parce que ce qui préoccupe aujourd'hui les habitants de la région, ceux qui ont été touchés, c'est que l'État les accompagne dans toutes les démarches qui commencent dès maintenant, mais qui peuvent durer, il faut l'expliquer. Il va falloir être patient, mais... Et d'ailleurs, il a dit sa fierté d'être là.
Et je pense que ce sont des mots qui sont un peu importants pour les sinistrés. Je rappelle quand même qu'il y a 16 000 sinistrés qui ont été touchés par ces inondations et qu'une semaine après ces pluies diluviennes historiques, il faut savoir qu'on n'avait pas eu un tel taux de pluviométrie depuis 1891 et que même les inondations de 1999 n'avaient pas été aussi violentes. Donc sa venue hier était importante pour les gens, même s'il vient une semaine après les faits, contrairement au Premier ministre Édouard Philippe qui était venu dès le 15 octobre. D'ailleurs, on lui a reproché, et dans le quartier de Trèbes, qui a été une des villes qui a été les plus touchées. Il a été interpellé. Oui, il a été interpellé. Dans cette ville où il y a eu 6 morts sur les 14 personnes décédées pendant les événements, on a marqué un peu sa mauvaise humeur, notamment dans le quartier de l'Aiguille, où là, c'est vraiment, je dirais, cauchemardesque. Et là, les gens ont marqué un peu leur mauvaise humeur. Alors, il y a des témoignages dans le Midi Libre qui m'ont à la fois touché, en même temps marqué. Ce sont les gens qui ont acheté sur des terrains qui ne savaient pas inondables. En 1999, il y a le témoignage d'un homme qui explique qu'on lui avait rien dit. Et comment est-ce possible? Et qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une zone qui est possiblement réinondable d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il faut savoir que notre notion et notre conscience écologique n'était pas la même en 1999 et aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas ce souci environnemental et ce souci sécuritaire. On répondait plus à un souci... Oui, là, c'est plutôt de la prévention des risques majeurs. C'est la prévention des risques majeurs. Qui n'a pas été prise en compte. Or, il y avait des ministères qui existaient à l'époque. Oui, mais on n'avait pas le même souci. Et puis, à l'époque, c'était un risque majeur. Ces zones inondables, on connaissait ces risques, mais il faut savoir quand même que ces grandes crues comme ça, et comme je vous le disais, c'est quand même... Là, c'est une crue du siècle, quoi. Aujourd'hui, on fait très attention. On sait que la région, en plus, Occitanie est une des régions les plus touchées. Il faut savoir que c'est en Occitanie où on a un tiers des inondations, enfin des morts par inondation, quoi. C'est là où c'est la zone la plus touchée. Et je d'ailleurs souligne le cas du village de Villalier, au nord-est de Carcassonne. C'est un des plus touchés par ces crues. Et c'est là que 2 personnes ont malheureusement trouvé la mort. Jean-François Beige, il était dans son rôle, le président de la République, hier. C'était trop décalé par rapport à la visite du Premier ministre qui a été immédiate ou pas? Où il est le conforteur en chef, comme disent les Américains. On pouvait le penser au premier abord. On pouvait se dire, mais est-ce qu'il ne va pas faire comme MacMahon, vous savez, qui était allé voir les inondations et qui a dit que d'eau, les premières années de la Troisième République. C'est-à-dire un constat après coup décalé. Voilà, parce que comme il vient après le Premier ministre, on pouvait penser qu'il allait... oui, mais il n'est pas venu les mains vides. Voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a vraiment fait quelque chose, à mon avis, qui est sans précédent, c'est qu'il a fait ce que d'habitude et fait partie du travail des ministres, et a fortiori du Premier ministre, c'est-à-dire annoncer des mesures sectorielles, détaillées, etc. Donc ça, effectivement, c'est une nouveauté. Il y a évidemment un aspect communication pour un président qui n'est pas au mieux de sa popularité, et c'est vrai que ça fait partie de sa reconquête de l'opinion, mais... Le caractère quand même exceptionnel. Il faut voir qu'à Trèbes, il a rencontré une personne dont le mari a été la veuve Jean Mézières. Veuve Jean Mézières, après les attentats et qui perd 2 parents dans les inondations. C'est sûr que ça mérite la compassion du chef de l'État parce que c'est quand même un surcroît de malheur incroyable. Le maire Éric Ménassier a posé la question en disant mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il faut savoir qu'à Trèbes, c'est là aussi où il y avait eu l'attentat, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre l'attaque du Super U et de la mort du colonel Bertram. Exactement, le Beltram. Donc, ils ont le sentiment un petit peu d'être abandonnés des dieux, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. Et comme le rappelait Monsieur Beige, effectivement, il y a aussi le cas de cette femme, la veuve Jean Mézières, qui a perdu non seulement son mari pendant l'attaque du Super U de Trèbes, mais aussi ses parents pendant les inondations. Et c'est incroyable, cette histoire. Alors, pour le reste, Cyril, il faut bien voir... que ce problème de l'urbanisation des zones inondables, qui est exactement le même que celui de la Vendée. Oui, j'allais dire, là, c'est malheureusement tombé sur l'autre, mais ça pourrait arriver. Et c'est quelque chose qui s'est produit dans les années 70-80, parce que les anciens, mais les anciens pas si vieux que ça, puisque
dans les années 30, on ne construisait pas en bord de mer. On faisait très attention, on restait sur les hauteurs et on s'est mis à urbaniser parce que c'était très rentable de faire des lotissements touristiques et des résidences secondaires dans des endroits vraiment dangereux. Et ça, c'est une faute de l'État qui n'a pas surveillé suffisamment ce genre de choses. Alors, les assureurs ont déjà enregistré près de... à la décharge, excusez-moi, mais à la décharge, il faut savoir aussi qu'il y a une pression de la population quand ils n'ont pas leur permis de construire. Il y a aussi un enjeu politique. Donc, oui, les maires, les élus... beaucoup, mais tout le monde est responsable. C'est aussi bien la viabilisation, la prise en état des risques et aussi le comportement des gens qui déposent des permis de construire dans des zones qu'on connaît aujourd'hui à risque. Après coup, les coûts sont lourds. Les assureurs ont déjà enregistré près de 16 000 déclarations. Tout à fait. Zoé Cagnot de sinistre, pour un coût final des dommages assurés estimé à 200 millions d'euros, a indiqué la Fédération française de l'assurance. Et le président du département, André Viola, le département de l'Aude, disait que ça serait insuffisant. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a eu 200 millions d'euros qui ont été débloqués par les assureurs. Le département Audois lui-même a débloqué 37 millions d'euros. La région Occitanie, 25 millions d'euros. Et il y a ce nouveau fonds de 80 millions d'euros qui a été annoncé hier par le président Macron qui a dit que nous serons là. Et je pense que ces mots, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas des mots en l'air. Les gens vont vraiment vont attendre beaucoup. Et d'ailleurs, il le sait, d'ailleurs, c'est pas anodin si aujourd'hui les délais ont été rallongés pour faire ces déclarations d'assurance, parce que normalement c'est 10 jours, et là ça a été reporté à 1 mois. Et il y a vraiment une attente réelle. Et d'ailleurs, Guillaume, l'ancien sénateur, qui est un sénateur... Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Tout à fait, a annoncé, parce qu'il faut savoir aussi que c'était une région vitivinicole, a annoncé aussi qu'il y aurait le dispositif calamité agricole qui allait être déclenché. Alors justement, Jean-François Beige, vous dirigez le courrier du Parlement. Didier Guillaume, donc chez un confrère hier, a indiqué que la priorité c'était le relogement, ce sont les familles, c'est la reconstruction. On va donc estimer les coûts, on voit ce que les compagnies d'assurance donnent comme chiffres. Comment ça va se passer dans le futur, alors qu'on sait que les conditions climatiques ne vont pas s'améliorer, qu'il peut y avoir de plus en plus ce type de phénomène? Comment est-ce que l'État va budgéter à l'avance, faire des prévisions de ce qui pourrait arriver? C'est un vrai problème. Moi, je crois que ça fait partie des problèmes qui annoncent un grand retour de l'État. Et on le voit bien dans la politique d'Emmanuel Macron. On recentralise, on remet... Il est très critiqué pour ça. Oui, mais on redonne de l'autorité au préfet. Et franchement, regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. Si on n'avait pas les préfets pour coordonner les secours, etc., on a absolument besoin de l'État. C'est comme ça, la France. Surtout quand on voit que... Excuse-moi, mais parmi les 126 communes qui sont touchées, tu en as 122 qui sont des toutes petites communes. Donc il faut vraiment l'aide de l'État et la coordination. Et alors après, c'est vrai que le Parlement doit être attentif à cela et il doit exercer pleinement son rôle de contrôle pour éviter les abus de la recentralisation. Parce que c'est sûr qu'il faut que tout ça se passe sous contrôle parlementaire, parce qu'autrement, on va finir par avoir un régime autoritaire qui aura du mal à s'insérer dans le concert européen. Enfin, il faut faire très attention au jacobinisme français qui ne dort que d'un œil. Et donc, il faut que le Parlement joue son rôle. C'est très important. Mais il va être indispensable tout de même de revoir les missions de l'État. Enfin, surtout, pas de les revoir, parce qu'elles existent toujours sur le papier, mais de leur redonner de la force et du sens. Zoé Cadio, il y a des points d'étape prévus, des rencontres avec les associations. J'ai vu que les gens allaient se regrouper pour faire ce suivi, justement. Qu'est-ce qu'il est prévu dans les semaines, les mois qui viennent? Parce qu'on sait très bien qu'une nouvelle chasse l'autre, et qu'au fond, on en parlera moins dans quelques jours. Alors justement, et c'est ce que disait aussi André Viola, c'est qu'il va y avoir réellement un suivi attendu et espéré. Par exemple, les journaux localement, Midi Libre, par exemple, a prévu un certain nombre de réceptacles sur Internet, etc., pour que les gens ne se sentent pas rapidement oubliés. C'est quand même important.
Je ne sais pas exactement ce qui est programmé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand même, il y a déjà eu un appel qui a été fait au niveau des communautés. D'ailleurs, c'est pas un hasard si l'Indépendant a organisé des collectes. L'Indépendant de Perpignan. L'Indépendant du Midi, pour être exact, a organisé des collectes, que Midi Libre essaye de voir, a sollicité plusieurs artistes pour des donations. D'ailleurs, comme vous le rappeliez la semaine dernière sur votre plateau, Christian Estrosi avait annoncé une aide exceptionnelle de la plusieurs communauté. maires, plusieurs maires, région, de 250 000 €. Donc, Xavier on voit Bertrand quand même, aussi. tout à fait. Donc, on voit quand même qu'il y a un souci. Et puis, il faut savoir aussi que ce qui s'est passé dans l'Aude, ça peut arriver aussi bien dans notre région, dans votre région, mais aussi dans la Côte d'Azur, qui sont des régions aussi tout à fait exposées. On termine, Jean-François Beige, avec votre édito dans le Courrier du Parlement sur Jean-Luc Mélenchon, qui a été mis en ligne, qu'on peut voir sur Internet d'ailleurs, le courrierduparlement.fr. Dites donc, Mélenchon, vous lui faites des critiques. Oui, parce que ce qu'on peut lui reprocher en dehors de tout ce qui a été dit, c'est sa critique d'institution aussi, mais c'est qu'il nous fait vivre dans une sorte d'île. C'est français. Le monde tel qu'il est, c'est le titre de votre édito. Oui, mais c'est ce qu'on peut lui reprocher surtout, à mon avis, c'est qu'il ne voit pas le monde tel qu'il est. Il vit dans la sphère franco-française, pour ne pas dire franchouillarde. Il y a même un aspect vie privée qui fait... tout ça est un peu vaudevillesque. Dans la grande tradition française. Voilà, c'est du vaudeville. Et pendant ce temps-là, il y a des choses quand même très graves. Quand on s'en prend à la liberté de la presse et il fait des critiques, au moment même où il y a un journaliste saoudien, qui est sans doute pas un enfant de cœur, mais qui est coupé haché menu, en quelque sorte, mais c'est effrayant. Le directeur d'Interpol... chinois qui disparaît, sa famille ne sait même pas où il est. Il y a des choses très graves dans le monde. Et on voudrait dire que l'alpha et l'oméga de l'actualité française, c'est une perquisition chez M. Mélenchon. Alors c'est un peu notre critique à 7h du matin. À la presse, puisque on hiérarchise un peu ce qu'on va... Oui, c'est vrai qu'on en fait trop. Il faut savoir aussi s'autocritiquer. Merci Jean-François Beige, merci Zoé Cadio. Donc je rappelle Le Monde tel qu'il est, votre édito dans le Courrier du Parlement, Jean-François Beige. Et le Midi Libre revient bien sûr, et l'Indépendant du Midi, des journaux du groupe La Dépêche, Zoé Cadio, sur la visite du président de la République auprès des sinistrés de l'Aude hier. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est du très beau temps. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, à 8h, c'est l'invité politique de Territoire d'Info qui sera présent sur ce plateau. C'est Laurent Saint-Martin, le député La République En Marche du Val-de-Marne. Mais tout de suite, c'est le Zap Monde. Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. Et vous allez voir, CNN révèle qu'un membre des services saoudiens a joué la doublure de Jamal Khashoggi, sortant du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'était pas lui, c'était sa doublure. A tout de suite pour l'invité politique. Soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Voici maintenant un autre homme quittant le consulat 4 heures plus tard par la porte arrière. La ressemblance avec Khashoggi est étonnante. Même corpulence, même veste, même lunettes, même barbe sans doute fausse, seules les chaussures diffèrent. Selon CNN, qui a obtenu ces images de sources turques, l'homme est en réalité Mustafa al-Medani,
un officier de renseignement saoudien. Selon un haut responsable turc interrogé par CNN, Mustafa Al-Medani a servi de doublure pour camoufler le meurtre de Jamal Khashoggi. Sa mort n'a donc rien d'accidentel. Nous sommes face à une situation qui a été sauvagement planifiée. Et des efforts conséquents ont été déployés pour dissimuler le meurtre. La question des sanctions reste ouverte. L'Allemagne a par exemple décidé de suspendre ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. À Berne, des parlementaires de gauche comme de droite appellent à en faire autant. Cette affaire montre d'une part qu'on doit afficher notre solidarité et d'autre part montre aussi qu'il faut véritablement être très prudent dans l'exportation du matériel de guerre et renoncer dans ce cas particulier pour la Suisse à assouplir plus encore les conditions d'exportation du matériel de guerre. Il est encore tôt ce matin, mais à la cour d'appel de Kandahar, Zainab est déjà plongée dans ses dossiers. À 28 ans, la procureure est seule pour s'occuper de toutes les affaires concernant les femmes. Ses deux clientes viennent entamer une poursuite après des violences familiales. Violences domestiques, viols, mariage précoce. En 2 ans et demi, Zainab a envoyé 26 hommes en prison, y compris des dignitaires et des officiers de police. Des excuses nationales retransmises à la télévision. Scott Morrison, le Premier ministre australien, reconnaît et condamne son pays devant le Parlement. L'État n'a pas été à la hauteur face aux crimes pédophiles. En tant que nation, nous avons failli. Nous les avons abandonnés et cela sera toujours notre honte. Ce ne sont pas des étrangers qui nous ont fait ça. Ces crimes ont été commis par des Australiens contre des Australiens, par des ennemis qui sont parmi nous.